vient de se tenir à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Un espoir pour des dizaines de familles de Syriens à Alep qui ont profité des couloirs, des corridors humanitaires. Plusieurs d'entre elles sont sorties aujourd'hui des quartiers sous contrôle rebelle. Et puis, nous avons un invité ce soir du journal. Il s'agit du directeur général des mines au ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, même s'il a changé de look par rapport à l'édition de 20h. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez compris, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, on va parler de quoi? Eh bien, pensez à Taziast. On reviendra sur tout cela, monsieur le directeur général. Donc, je vous le disais en titre, plusieurs dizaines de casques bleus mauritaniens sont rentrés à Nouakchott hier soir donc, et ils viennent de la Centrafrique. Ils faisaient partie du contingent mauritanien, membre de la mission de paix, de maintien de la paix des Nations Unies dans ces pays de l'Afrique centrale. Dans quel cadre se situe ce retour? Combien sont les éléments de cette unité, éléments de réponse avec Rabia Hadida? Ils reviennent dans leur patrie après avoir concrétisé l'engagement de la Mauritanie dans la contribution aux efforts du maintien de l'ordre et de la sécurité internationale en République centrafricaine à la demande des Nations Unies. Cette unité de l'armée nationale, composée de 93 éléments, vient pour un congé annuel bien mérité, avant de reprendre sa mission en République centrafricaine. L'unité a été accueillie à l'aéroport international de Oumoutounsi par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Mohamed Cheikh Mohamed Lemine, en présence du commandant du 3e bureau, le colonel Abobati El-Haj Ahmed, du directeur du 2e bureau, le colonel Mohamedou El-Harbi Ja'afar, et du directeur adjoint de la communication et de relations publiques à l'état-major général des forces armées, le colonel Mohamed Lemine ou Mohamed Ouliblal. Il est à noter que 750 éléments formés aux différentes disciplines militaires liées aux missions de maintien de la paix définies par les Nations Unies participent aux opérations onusiennes de maintien de la paix en République centrafricaine. Donc pour cette unité de nos casques bleus en Centrafrique qui est rentrée hier soir à Nouakchott en congé annuel, congé d'ailleurs qui coïncide avec la bonne période puisque c'est la période de l'hivernage, les pluies ont déjà commencé. Les dernières enregistrées, c'était durant ces dernières 24 heures, 3 de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosées. Il s'agit du Guidimaha, du Gorgol et de la Saba. Alors voici les hauteurs des pluies enregistrées. Voilà donc pour les pluies enregistrées durant ces dernières 24 heures après la pluie, le beau temps, mais aussi les belles mines. Et pour parler des mines, on a comme invité aujourd'hui M. Ahmed Oulattal Mohamed, directeur général des mines au ministère du pétrole, de l'énergie et des mines. Bonsoir. Bonsoir. Bien voilà, je l'ai évoqué déjà, on va parler de Taziast et de la Mauritanie. Il y a un accord qui vient d'être signé. Apparemment, on peut dire que le bras de fer, pour ne pas dire le bras d'or, entre la Mauritanie et Taziast est terminé? Oui, merci Yadali pour me donner l'occasion de mettre au parfum l'opinion nationale sur ce protocole d'accord, sur cette entente avec la société Kinross. Mais laissez-moi faire une rétrospective, si vous voulez, parler du contexte. Voilà, le 17 juin dernier, une mission d'inspection du département de travail avait décelé quelques irrégularités en termes d'expatriés, d'autorisation de travail, de licence de travail.
et la société avait unilatéralement décidé d'arrêter, de suspendre ses activités d'une manière temporaire, ce qui par la suite avait ouvert la porte aux négociations, des négociations assez longues qui ont porté essentiellement sur la mauritanisation, mais aussi sur un nombre d'autres aspects, notamment ce qu'on appelle les services d'appui qui étaient délocalisés en dehors de la Mauritanie. Bon, revenons maintenant, on va venir maintenant à ce protocole d'accord ou l'accord comme vous voulez. Et vous avez parlé de la mauritanisation. En quoi consiste cette mauritanisation? Comment elle va-t-elle se dérouler? C'est la mauritanisation des cadres supérieurs ou des cadres ou de toute la main-d'œuvre? La mauritanisation, premièrement, ça concerne tous les effectifs de la société, en accord avec la loi qui prévoit qu'un plan de mauritanisation doit être soumis aux autorités, à l'administration, dès qu'une société dépasse les 10 employés. Donc la société a été saisie. Quand elle dépasse 10 employés, il faut... Toute société dépassant 10 employés doit impérativement soumettre un plan de mauritanisation à l'administration de l'emploi. Alors que Tasiast emploie? Aujourd'hui, elle emploie plus de 1300 personnes, dont 121 expatriés. Donc aujourd'hui, on est à 12% d'expatriés. Et les termes d'accord ont porté sur une mauritanisation des postes, progressive des postes, allant donc de 12% à 6% en 2 ans, puis à terme à 2,7%, c'est-à-dire avant la fin de 2020. Aujourd'hui, on va mauritaniser immédiatement 10 postes, donc quelques emplois, ça peut être plus de 10 personnes. Un poste, il faut le mentionner, ça concerne ce qu'on appelle les shifts. Donc on peut avoir 2 personnes, 3 personnes occupant le même poste. Donc on va d'abord mauritaniser 56 postes sur 2 ans. 6 mois, vous avez un nombre de postes. 12 mois, un nombre de postes à mauritaniser. 18 mois et 24 mois. Les autorisations, les licences de travail qui vont être octroyées vont respecter donc ce plan de mauritanisation. Supposons qu'un expatrié a un homologue mauritanien pour les 6 mois, il n'aura une autorisation que un permis de travail valable uniquement pour les 6 mois. Pour un autre qui a 12 mois, il aura un permis de travail valable pour 12 mois. Et à la fin de cette période, on aura uniquement 27 expatriés travaillant à Tasiast, au lieu de 121 actuellement. Oui. Donc cette mauritanisation, vous avez déjà parlé des postes, vous connaissez déjà les postes que vous allez mauritaniser, ou bien c'est quelque chose encore à négocier? C'est un plan de mauritanisation qui est déjà, des versions antérieures ont été soumises, mais qui n'ont pas été validées. Aujourd'hui, la société va soumettre un nouveau plan de mauritanisation en tenant en compte donc, les termes du protocole d'accord, et ça concerne tous les effectifs de l'entreprise. Il y aura des sommets. Absolument, depuis la direction générale jusqu'au dernier de la société. Et donc, je reviens à ma première question. On peut dire que le bras de fer, enfin, disons le bras d'or est terminé, puisque avec cet accord, la société va reprendre ses activités? Oui, les différends qui existaient étaient en termes de mauritanisation, mais aussi d'un certain nombre de personnels expatriés pour les services support qui étaient localisés à Las Palmas et qui vont être délocalisés en Mauritanie. Entièrement, donc tous ces personnels vont être entièrement relocalisés en Mauritanie, avec 21 postes supplémentaires pour les Mauritaniens et 4 postes pour les expatriés qui resteront aux mains de Tasiast. Donc je pourrais dire que ce n'est pas l'essentiel, c'est que le respect du cadre légal et réglementaire est le gage d'une continuité de travail et d'une stabilité. Tout ce que nous avons vu, en fait, ça découlait malheureusement de ces irrégularités constatées au niveau de la société. Eh bien, donc la société va reprendre, puisqu'elle a déjà arrêté unilatéralement. Tout à fait.
la fin de la semaine prochaine, il est prévu que la société commence à reprendre ses activités d'une manière normale. La société, qu'est-ce qu'elle a? Bon, quand on négocie, c'est que chacun a donné des compromis. Qu'est-ce que la société? Quel compromis avez-vous fait à la société? Tout ce qu'on était en train de négocier, c'était de mettre dans un calendrier faisable, si vous voulez, ces actions de mauritanisation. La négociation ne portait uniquement sur les aspects de mauritanisation et de relocalisation de ces postes d'appui. Donc les termes, je viens de les évoquer tout à l'heure. Donc c'est une mauritanisation progressive des emplois. Jusqu'à la fin de 2020, on aura 2,7% d'expatriés. Et il faut le dire, c'est quelque chose qui est extrêmement important en termes d'emploi pour les locaux, parce que les grandes mines, on peut regarder aujourd'hui sur Internet, partout, les États qui font le mieux sont autour de 3% pour certaines mines en Afrique du Sud, au Ghana. Et c'est déjà très difficile. Mais il y avait un certain problème aussi, c'était le problème des expatriés et des inspections. La société qui refusait justement de légaliser certains expatriés. Sur ce plan-là, qu'est-ce qui a été fait? Il y aura des inspections et la société a accepté donc de... Les inspections, en termes de loi, c'est clair que l'inspection peut se faire de jour comme de nuit. Ce sont des inspections inopinées et donc il n'y a jamais eu un malentendu là-dessus, ni d'autres lectures. Mais c'est principalement les termes de ce plan de mauritanisation qui était l'entrave principale. Aujourd'hui, avec cet accord, les choses deviennent donc plus claires et la mauritanisation des postes se fera progressivement et des recrutements vont se faire donc dans l'immédiat et dans les phases, dans le court terme pour les Mauritaniens désireux donc d'intégrer cette société. Il n'y a pas eu de licenciement en tout cas pendant cette période, il n'y a pas eu de... Non, absolument pas. Ok. C'est un peu aussi un avertissement, pas un avertissement, mais quand même c'est un exemple pour d'autres sociétés qui veulent aller dans cette direction. Nous avons des conventions très claires et bien établies avec l'ensemble des entreprises et le gage de la continuité de travail est tout simplement le respect des termes de ces conventions. Donc on ne demande ni plus de notre droit, ni moins. Voilà, c'est ça, voilà. Monsieur Ahmed Beltar Mohamed, directeur général des mines au ministère du pétrole et de l'énergie et des mines, qui était notre invité ce soir et qui a changé de look, vous l'avez constaté, il a changé de look. Pour 20h, il était en boubou blanc et aujourd'hui, pour le français, il était dans son costume, joli costume gris. Merci, monsieur le directeur général, pour toutes ces explications et bonne chance pour la mauritanisation des postes. Donc à Tasiast. Tasiast qui, il faut le rappeler, va reprendre ses activités cette semaine, à la fin de la semaine? À la fin de la semaine prochaine. À la fin de cette semaine. Voilà, merci. Intéressez-vous au tir à la cible? Vous êtes... Oui. Oui? Ah, ça tombe bien alors, puisque le tournoi à la Guetna vient de commencer à Ksert Turshan qui relève donc de la Muqata'a Data. C'était hier soir. Alors, dans quel cadre se situe ce tournoi et combien d'équipes participent à ce tournoi? Élément de réponse avec Mohamed Oulzemza. 39 équipes prennent part au tournoi de la Guetna à Attar organisé par l'Association mauritanienne pour les tirs à la cible. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du programme de l'association de nature à développer les activités économiques des civils grâce aux différentes retombées économiques de ce tournoi. À cette occasion, le Walid al-Adrar, M. Cheikh Abdallah Ouloua, a prononcé une allocution dans laquelle il a situé l'importance de ce tournoi qui permettra aux uns et aux autres de découvrir le charme et la beauté de la wilaya d'Adrar qui vit en ce moment l'une de ses grandes périodes touristiques, à savoir la Guetna. Enfin, le Wali de l'Adrar a exhorté l'ensemble des participants à faire preuve de discipline et de fair play en vue de la réussite de ce tournoi. De son côté, le maire de la commune d'Attar a souhaité la bienvenue aux délégations participantes à cette manifestation sportive.
Quant au président de l'association mauritanienne pour l'été à la cible, M. Khatri Oulidje, il a salué l'importance de cet événement qui permettra aux équipes participantes de promouvoir et développer ce sport dont l'intérêt économique et social n'a pas besoin d'être démontré. Il a enfin salué au passage l'appui apporté par les pouvoirs publics au tir à la cible. Voilà donc un reportage de Mohamed Oulizemzam. Activité des ONG avec ce soir celle du regroupement de la jeunesse pour l'unité nationale. Et bien, ce regroupement a organisé ce matin au Musée national ici à Nouakchott une activité axée sur le 27e sommet arabe qui vient de se tenir à Nouakchott. L'occasion pour le coordinateur de ce regroupement, mais aussi pour les différents autres intervenants, de souligner les succès enregistrés par notre pays dans l'organisation d'une telle conférence et de saluer les importantes décisions prises par le sommet. Ils ont également salué l'organisation judicieuse de cette conférence et particulièrement les grands succès des villages culturels organisés à l'occasion de ce sommet arabe de Nouakchott, un village qui a démontré donc la diversité de notre patrimoine culturel et humain. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec cette réconciliation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, réconciliation scellée par le sommet qui vient de se tenir à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, un sommet dans le cadre du 5e Conseil du traité de l'amitié et de réconciliation entre les deux pays, qui est un conseil qui était présidé par les deux présidents. Précision sur cette rencontre avec Abdoulaye Demba. Réconciliation et lutte contre le terrorisme au menu de cette 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce sommet de 2 jours a permis de dissiper les nuages qui existaient entre les deux voisins. Durant ces travaux, 13 accords de coopération portant sur les domaines du téléenseignement à l'éradication de la traite des enfants ont été signés. Dans ce cadre, le premier grand chantier sera la construction d'une autoroute de 1000 km reliant Yamoussoukro à Ouagadougou. Le traité d'amitié et de coopération nous offre ainsi l'opportunité d'aller plus loin, de nouer un véritable partenariat économique et commercial, mais aussi stratégique, pour répondre efficacement à la menace terroriste et aux autres formes de menaces transnationales. Être réunis ici dans la capitale politique et administrative ivoirienne est un symbole fort de l'exemplaire coopération que nous bâtissons tous les jours entre nos deux pays. Notre partenariat, est-il besoin de le rappeler, ainsi que les liens multiples qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, sont solidement ancrés dans un patrimoine culturel et historique commun. Il faut rappeler que cette 5e conférence du traité d'amitié et de coopération entre ces deux pays est la première du genre, réunissant le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. Voilà donc, Abdoulaye Demba, vous restez avec nous, vous nous amenez dans d'autres étapes de cette actualité internationale qui nous amène aux États-Unis avec le coup d'envoi de la campagne électorale pour les présidentielles, puis en Syrie avec les familles qui profitent des corridors humanitaires pour sortir des quartiers sous contrôle rebelle, et les Palestiniens qui sont favorables à une conférence internationale d'ici la fin de l'année. L'organisation d'une conférence internationale de paix avec Israël d'ici la fin de l'année, tel est le vœu de Saïd Erakat, chef des négociateurs palestiniens. Cette déclaration a été effectuée à l'issue des entretiens avec le secrétaire d'État américain John Kerry et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault. Cette conférence de paix, selon Saïd Erakat, rencontre l'assentiment du président palestinien Mahmoud Abbas. En Syrie, des dizaines de familles ont pu quitter le secteur tenu par les rebelles à Alep. Ces personnes ont emprunté le passage de Salaheddin à l'aide de bus escortés par des soldats de l'armée syrienne. Plus de 250 000 personnes se trouvent retranchées dans ces quartiers assiégés, dans une situation humanitaire inquiétante. En effet, depuis le 7 juillet courant, aucune aide n'est parvenue au niveau de ces quartiers sous le contrôle des rebelles. Ces 3 corridors humanitaires ont été ouverts à la suite
de l'annonce ce jeudi d'un plan conjoint russo-syrien afin de venir en aide à ces personnes assiégées. Après les conventions, place à la campagne aux États-Unis. Les deux protagonistes qui ont été investis par leurs partis respectifs n'ont pas perdu du temps pour se lancer à la pêche aux voix. La candidate des démocrates Hillary Clinton avec son colistier Tim Kaine en campagne en Philadelphie, une zone désindustrialisée de l'ouest de la Pennsylvanie et de l'Ohio, afin de promouvoir le plan d'investissement qu'elle va faire adopter une fois à la Maison-Blanche. Donald Trump, de son côté en campagne dans le Colorado, a réagi au discours d'Hillary Clinton lors de la convention des démocrates en le qualifiant de moyen et d'ordinaire. Voilà donc pour l'actualité internationale. Retour à l'actualité nationale avec une page sportive du handball, bien entendu, avec le retour à Nouakchott des équipes de handball, filles et garçons. C'était tôt ce matin. Ils viennent ces équipes de Conakry où elles ont participé au tournoi international. Il y a regroupé 9 pays, à savoir la Mauritanie, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, Sierra Leone, Mali, Sénégal et Maroc. Tournoi qui s'est donc soldé, qui s'est tenu dans la capitale guinéenne du 22 au 28 juillet. La Mauritanie occupe dans ce tournoi la 5e place, mais le meilleur joueur, le trophée des meilleurs joueurs est revenu à l'un de nos jeunes joueurs mauritaniens. Voilà donc, et puis déclaration donc relative à ce tournoi. Vous allez entendre successivement le vice-président de la Ligue de la Fédération nationale de handball, le meilleur joueur donc qui vient de bénéficier de ce trophée, et l'entraîneuse de l'équipe des filles de handball. Nous venons d'arriver de Conakry où nous avons participé au tournoi Challenge Trophy 2016 organisé par la Fédération internationale de handball en collaboration avec la zone 2 du Conseil supérieur du sport en Afrique, où nous avons eu une participation très honorable. Nous sommes arrivés en 5e position avec le trophée du meilleur joueur du tournoi. Donc nous pensons que nous avons fait un résultat honorable et que, Inch'Allah, nous remercions d'abord le gouvernement mauritanien pour avoir bien voulu autoriser et aider à cette participation, en particulier le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et nous remercions également la fédération guinéenne qui nous a accueillis favorablement et qui nous a mis dans de très bonnes conditions. Je tiens à vous remercier, tous les gens qui m'ont soutenu à avoir ce trophée-là. C'était bien passé et ces joueurs vraiment, ils sont à féliciter. Et ces jeunes ont moins de 20 ans et c'était bien passé, alhamdoulilah. Un tournoi qui s'achève, un autre qui commence, mais cette fois un tournoi de basketball, le tournoi régional au niveau de Nouakchott. Coup d'envoi hier soir, ces équipes au niveau de Nouakchott participent à ce tournoi. Ces équipes dont 10 chez les garçons et 6 chez les filles. À l'issue de ce tournoi, 4 équipes donc de Nouakchott vont être sélectionnées pour représenter les différentes wilayas de Nouakchott dans les compétitions nationales prévues au mois de septembre prochain. Et sur ce tournoi donc, qui a commencé hier soir, voici la déclaration du vice-président de la Ligue de la Fédération, de la Ligue plutôt, de basketball. On a eu un petit temps d'arrêt pendant ces phases-là, puisqu'on a fait les phases allées. Nous avons joué un certain nombre de matchs, plus de 40 de matchs. Et maintenant, nous attaquons la deuxième phase. La deuxième phase, on l'a un peu bousculé parce qu'il s'agit d'un play-off qui va regrouper toutes les équipes de Nouakchott en phase allée, et quart de finale et finale. On a eu un retard, certes, dû au mois de Ramadan qui était quand même assez dur pour les joueurs. Et nous avons repris. Et maintenant, il y avait le sommet aussi qui nous préoccupait. On ne pouvait pas jouer pendant le sommet, on a décalé. Et pour commencer à jouer à partir de maintenant. Aujourd'hui, nous allons attaquer notre premier match de phase retour. Inch'Allah Rabbana, nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'au 20 du mois prochain, Inch'Allah. Le vice-président de la Ligue de basketball, donc à l'occasion du tournoi régional au niveau de Nouakchott qui a commencé hier soir. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
sont au nombre de 93 casques bleus mauritaniens faisant partie des casques bleus mauritaniens en Afrique, en Centrafrique. Ils ont regagné Nouakchott hier soir. Ils viennent en congé annuel. Et puis ça c'est la réconciliation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avec le sommet entre les deux pays qui vient de se tenir à Yamoussoukro. Il s'agit du 5e conseil pour le traité de l'amitié et de réconciliation. Et ici ce sont des dizaines de familles syriennes qui ont quitté les quartiers contre le rebelle à Alep. Alors ceci à l'occasion donc de ces corridors humanitaires décrétés par les régimes syriens et la Russie. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.